Dans une époque troublée par les guerres, qu'elles soient géopolitiques ou économiques, les mots de Maria Montessori apparaissent essentiels pour comprendre une chose. Éduquer un enfant, c'est former l'homme ou la femme de demain. C'est à partir de cette conviction que la méthode Montessori est née. Bon, on a tous déjà entendu parler de cette fameuse méthode Montessori. Mais quand on y pense, beaucoup se fondent sur des préjugés pour en parler, sans avoir une vraie idée de ce que c'est. Certains disent que c'est nul, que c'est sectaire, ou encore qu'il y a trop de laisser-aller et que ça forme des enfants rois. Donc bon, dans l'imaginaire collectif, on voit un petit peu la méthode Montessori comme une école où on apprend aux enfants à manipuler des bouts de bois pour 10 000 € l'année. Alors, tout n'est pas faux dans cette phrase, les frais de scolarité peuvent se révéler assez élevés, mais dans le fond, la pédagogie développée par Maria Montessori se base sur des années de recherche scientifique. Aujourd'hui, cette méthode elle est vieille de plus d'1 siècle et elle s'est diffusée dans le monde entier. Il y a environ 35 000 écoles à l'international, dont plus de 300 en France. Le phénomène a tellement pris d'ampleur que le nom de Montessori commence à être utilisé à tort et à travers. Sur internet, on retrouve des dressings pour enfants Montessori, des coussins Montessori et, tenez-vous bien, des biscuits Montessori. Ce nom est devenu un véritable argument marketing. À cause de tout ça, la pédagogie qui se cache derrière commence à perdre peu à peu de sa légitimité. On commence à voir l'école Montessori comme des business où règne l'entre-soi social des petits bobos qui veulent une éducation alternative pour leurs enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose d'oublier les clichés et de remettre les choses au clair. Et pour cela, on va commencer par s'intéresser à celle qui a fait de son nom une éducation, Maria Montessori. Alors, Maria Montessori, elle naît en Italie en 1870. Dès toute petite, sa mère la pousse à devenir une femme autodidacte. Elle choisit donc de suivre des études scientifiques avant de devenir médecin à l'âge de 26 ans. Et ça, à l'époque, c'est vraiment pas courant. Dites-vous que Maria Montessori, c'est l'une des premières femmes médecins d'Italie. Fraîchement diplômée, elle commence d'abord à travailler auprès d'enfants handicapés. Son objectif, c'est de les aider à passer les examens que passent normalement les enfants valides. En fait, en observant ces enfants handicapés, elle développe tout un matériel qui repose sur l'éveil des sens. Et elle se rend compte que ça fonctionne. Certains des enfants handicapés ont même de meilleurs résultats que les enfants valides. La méthode Montessori est née, il ne reste plus qu'à la développer. Alors pour ça, Maria, elle continue d'étudier. Elle fait des observations et elle se rend même en France pour traduire les travaux de grands chercheurs comme Jean Itard ou Édouard Seguin. Et puis un jour, en 1907, un promoteur immobilier italien la contacte pour lui confier la gestion de la Casa dei Bambini, littéralement la maison des enfants, un établissement du quartier de San Lorenzo à Rome. À l'époque, c'est un quartier avec énormément de délinquance, tout simplement parce que les enfants qui y sont présents ne sont pas encadrés, donc ils passent leur journée dans la rue. Et en gros, ce promoteur, il dit à Maria: voilà, l'idée, c'est que tu rassembles tous les enfants à la Casa dei Bambini pour que tu puisses les éduquer. Donc, Maria Montessori, elle accepte. Et l'école devient un véritable laboratoire scientifique. En les éduquant, elle passe son temps à observer les enfants et à développer sa méthode. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas que pour les enfants déficients. C'est pour tous les enfants. Avec tout ça, elle commence à devenir assez connue en Italie. Et même dans le monde entier. Elle est invitée pour donner des conférences un peu partout, elle commence à former des enseignants à sa méthode, et même à ouvrir des écoles un peu partout dans le monde, comme aux États-Unis, en Espagne ou même aux Pays-Bas. Et puis, en 1924, un petit monsieur avec une moustache vient la voir et lui propose un immense projet. Appliquer sa méthode à toutes les écoles d'Italie. Ce monsieur, c'est en fait l'homme à la tête du régime fasciste de l'époque, Benito Mussolini. Alors au début, Maria accepte. Normal, c'est un truc de fou. Mais au fur et à mesure, elle comprend que sa méthode, elle risque d'être utilisée et détournée par l'État fasciste, donc elle refuse de manière très classe. Elle s'adresse à Mussolini et elle lui dit « Au-dessus de la politique, il y a l'enfant, c'est-à-dire l'humanité. » La bosse. Évidemment, après ça, elle est contrainte de quitter l'Italie et là commence un exil qui durera jusqu'à sa mort en 1952, à l'âge de 81 ans. Tout le reste de sa vie, elle l'aura consacré à continuer à développer sa méthode, donner des conférences un peu partout dans le monde et surtout à écrire des livres
pour que sa méthode puisse être diffusée au plus grand nombre. Ce destin hors du commun, il est à l'origine d'une méthode qui a toujours fait débat. Donc maintenant, je vous propose de nous intéresser directement à sa pédagogie. Concrètement, c'est quoi la méthode Montessori ? Alors, vous allez voir, Maria Montessori, elle repense totalement l'éducation. Déjà, nous on connaît la maternelle, le CP, CE1, CE2, CM1, CM2, etc. Et bah là, oubliez tout ça. En fait, pour elle, le développement des enfants, il se décompose en plusieurs périodes sensibles. De 0 à 6 ans, c'est la période de l'esprit absorbant. En gros, c'est l'âge auquel on découvre tout du monde qui nous entoure. Ensuite, de 6 à 12 ans, c'est la période de l'esprit comprenant. Après, de 12 à 18 ans, c'est la troisième période sensible qui se concentre sur le développement du corps et des émotions intenses. L'adolescence en gros. Et enfin la dernière période, c'est à partir de nos 18 ans environ, et là on commence à évoluer en dehors de notre cadre d'apprentissage parce qu'on s'est suffisamment développé pour réfléchir par nous-mêmes. Eh bien, les écoles Montessori, elles sont organisées en fonction de ces périodes sensibles. L'idée c'est de placer les élèves par groupe d'âge dans des pièces différentes. Les 0-3 ans restent ensemble, les 3-6 ans restent ensemble, et c'est pareil pour la suite. Au final, c'est pas si bête quand on y pense. Si vous avez déjà vécu avec des frères et sœurs, vous cohabitez malgré la différence d'âge et souvent vous vous apprenez mutuellement. Autre aspect qui change complètement des méthodes d'apprentissage que l'on connaît habituellement, dans la méthode Montessori, tout s'apprend avec du matériel qui est conçu spécifiquement pour apprendre. Et oui, avant d'être pédagogue, Maria Montessori était médecin. Donc elle a mené beaucoup d'observations pour développer un matériel scientifique spécifique à sa méthode. Elle a créé des dizaines et des dizaines d'objets. Chez les plus petits, par exemple, il y a du matériel pour apprendre les lettres en les touchant. On appelle ça les lettres rugueuses. Et il y a la même chose pour apprendre les chiffres. Après, quand les enfants commencent à apprendre la géographie, les éducateurs peuvent leur faire utiliser des sortes de cartes puzzle. Vous le comprenez, dans la méthode Montessori, on considère que les enfants ont besoin de manipuler des objets concrets pour former dans leur esprit des idées de chaque concept. Ça nous rappelle un petit peu la méthode de Singapour dont on avait parlé dans la dernière vidéo, où ils font passer le concret avant le théorique. Comme quoi, le concret, ça a l'air d'être important. Bon alors, on va prendre un exemple. On a tous déjà appris à compter, c'est un peu la base quand même. Eh bien, dans les écoles Montessori, on commence par les chiffres rugueux. Et une fois qu'on maîtrise ça, on passe aux barres. La première fait 1 cm et la deuxième 2 cm. Jusqu'à la dernière qui fait 10 cm. De cette manière, on comprend l'aspect croissant des chiffres. En plus de ça, les couleurs des barres alternent entre le rouge et le bleu, ce qui permet de distinguer les pairs des impairs. Et en fait, chaque fois qu'on rajoute un niveau de difficulté, eh bien on change de matériel. Par exemple, dans le cas des chiffres, il y a du matériel pour comprendre l'existence du zéro, un autre matériel pour comprendre le fonctionnement des nombres à virgule, etc. Ça change pas mal de l'éducation classique des maths qu'on connaît, où on a juste le droit à un papier et un crayon. En plus de ça, la pédagogie Montessori ne se base pas sur un système de récompense ou de punition, où tout ce qu'on fait est noté sur 20. Ici, si un enfant se trompe, il se corrige lui-même. Le but, c'est d'adapter l'apprentissage au rythme de chaque enfant, ce qui permet d'éviter un petit peu cette pression qui peut exister dans les systèmes éducatifs français normal, où il y a un petit peu une course pour être premier de la classe et meilleur que son voisin. Après, forcément, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, qui savent faire des additions et des soustractions à 4 ans, alors que d'autres, ils y arrivent à 7. Par rapport à ça, on peut se dire qu'on laisse trop de liberté aux enfants à un âge où ils ont besoin d'être cadrés. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils sont tout le temps cadrés. En fait, comme Maria Montessori elle-même, chaque éducateur gère un groupe de 20 à 22 élèves et il doit les observer pour pouvoir leur proposer le matériel adapté. C'est aussi grâce à ces éducateurs que les écoles Montessori peuvent se caler sur les objectifs d'enseignement de l'éducation nationale, en mobilisant à chaque fois un matériel précis pour se caler avec les programmes. Et c'est justement là qu'on arrive au cœur de la question. En connaissant l'histoire de Maria Montessori et la méthode qu'elle a développée, on se rend compte que les écoles qui portent son nom ont toujours été indépendantes. Aujourd'hui, toutes les écoles Montessori sont des écoles privées appelées
hors contrat, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent aucune aide de l'État et sont financées à 100% grâce aux frais de scolarité que payent les familles. Et ça nous montre que l'éducation nationale n'est pas prête d'accepter cette méthode. En allant plus loin dans notre réflexion, il ne faut pas simplement qu'on se demande pourquoi l'éducation nationale ne veut pas intégrer cette méthode, mais pourquoi elle ne le peut pas. On l'a dit, la méthode Montessori crée beaucoup de désaccords par rapport à son fonctionnement. Mais concrètement, personne ne se demande si cette pédagogie pourrait être mêlée avec les enseignements classiques qu'on a dans les écoles publiques. C'est vrai quoi, notre système scolaire est plus vieux que la méthode Montessori. Certains diront qu'il est archaïque. Alors, pourquoi on changerait pas tout ça ? Si on s'intéresse aux grandes critiques qui sont faites à l'égard de la méthode Montessori, on se rend compte que ce qui revient beaucoup, c'est qu'on pense que les enfants jouent uniquement avec des bouts de bois et qu'ils ne savent rien faire d'autre. Maintenant, vous savez que ce n'est pas le cas. Bien sûr, et heureusement, il y a des études sur le sujet pour le prouver. À Nancy, l'Université de Lorraine a réalisé une énorme analyse sur 21 000 élèves dans différents pays et à différentes époques. Et les résultats de cette enquête montrent que la méthode Montessori permettrait d'avoir de meilleurs résultats en mathématiques, lecture ou même écriture. Petit aparté, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que toutes les sources de ce que je dis dans la vidéo sont disponibles dans la description. Bon. L'autre grande critique adressée au système Montessori, c'est l'individualisme. En fait, comme chaque enfant avance à son rythme, ça donne l'impression que la méthode fait perdre cet esprit du collectif où tous les élèves d'une même classe écoutent le maître ou la maîtresse. Avec ça, le risque, c'est de développer des élèves solitaires. Mais encore une fois, cette critique, on peut la remettre en question. Car oui, la méthode Montessori ne cherche pas à faire des élèves solitaires, mais bien solidaires. Et c'est tout l'objectif des groupes par tranche d'âge, pour que les plus grands et ceux qui avancent le plus vite puissent aider les plus petits et ceux qui ont un peu plus de mal. Et ce truc d'entraide et d'échange, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé dans le système éducatif normal, puisque c'est tout bête, mais en classe, on n'a pas le droit de se parler. Et à cause de ça, il y a certains parents qui se plaignent du manque de rythme pour leurs enfants. En fait, à vouloir laisser les enfants gérer leur apprentissage à leur rythme, on leur accorde une indépendance qui peut être un petit peu néfaste à leur âge. Et parfois, certains parents se rendent compte que leurs enfants ne maîtrisent pas la lecture à 6 ou 7 ans et préfèrent les remettre dans un cursus scolaire plus classique. Et enfin, on reproche beaucoup au système Montessori de contraindre les élèves à ne pas utiliser leur imagination. En fait, les élèves utilisent constamment des objets qui ont pour but d'apprendre quelque chose. Mais aucun de ces objets n'est vraiment un jeu en soi. Pourtant, les enfants ont aussi besoin de jouer pour développer leur imagination et ne pas devenir de simples machines à réfléchir. À ce sujet, Maria Montessori était d'ailleurs assez dure. Je cite « Les jouets semblent être la représentation d'une ambiance inutile qui ne peut conduire à aucune concentration de l'esprit et ne présente aucun but. » On a connu plus fun quand même. Bon, je pense qu'on a quand même bien fait le tour de cette méthode Montessori qui fait énormément parler alors que peu de personnes connaissent réellement en quoi elle consiste. Quand on étudie un peu la question, on se rend compte que c'est pas juste l'école classique d'un côté et l'école Montessori de l'autre. On l'a vu, Montessori essaye de se calquer sur les programmes de l'éducation nationale et il y a même pas mal d'enseignants qui utilisent certains points de la méthode Montessori dans leur classe, dans des cursus normaux. Aujourd'hui, l'enjeu principal revient à connaître les fondements de cette méthode qui ont été un petit peu effacés par les arguments commerciaux et les enjeux marketing. Et même si un mix entre l'éducation nationale et la méthode Montessori semble un petit peu compliqué à avoir, voire impossible, je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à prendre des deux côtés pour améliorer notre système scolaire. La méthode Montessori révèle énormément de questions. Est-ce qu'on devrait faire un système scolaire qui est adapté à chacun ? Est-ce que le fait que chacun avance à son rythme est une bonne chose ou une mauvaise ? Comment former les futurs citoyens à un esprit critique alors qu'on leur met des objets et qu'on ne les laisse pas utiliser leur imagination ? Ou enfin, comment unir une société où dès l'enfance, les individus apprennent à travailler seuls ? Toutes ces questions sont cruciales pour penser et comprendre la société de demain. Et je pense que y a matière à réfléchir. Je vous laisse débattre en commentaire. Tu savais-tu que je savais faire l'accent québécois? Tu savais pas ça, hein? Moi je sais le faire. Je l'ai très mal fait, mais c'était pour te divertir. Dans ton montage de l'enfer, désolé.